Jonathan sursauta, la tête lui faisant mal. Son mariage était en ruine, sa femme maintenant dans les bras d'un autre homme, une liaison d'1 an exposée. Il tituba jusqu'à la douche, laissant l'eau glacée le réveiller avant de se réchauffer. En se séchant, il fit face à son reflet. Elle n'avait pas tout à fait tort. Coupe de cheveux bon marché, calvitie naissante, tour de taille en expansion 42 pouces maintenant, contre 34 après l'obtention de son diplôme. Il avait l'air épuisé, comme ces hommes d'âge moyen qu'il se moquait autrefois. Mais ses bras étaient toujours forts grâce au travail physique. Il faut que je fasse quelque chose pour ce ventre, marmonna-t-il. Apercevant ses anciennes tondeuses, Jonathan se rasa impulsivement la tête. Il lui fallut quelques essais, mais le résultat était meilleur. Il se coupa les sourcils et les poils de nez, évitant de penser à son mariage qui s'effondrait. Pourrait-il lui pardonner, vivre avec une femme qui avait si facilement jeté leurs vœux aux oubliettes? Sa liaison d'1 an, avouée sans remords, criait plus fort que les mots. Une erreur pourrait être pardonnable, mais cela, exiger qu'il l'accepte ou qu'il fasse face à la ruine, impossible. Lui non plus n'était pas parfait. Elle avait pris du poids, ses seins s'affaissaient, ses cheveux autrefois luxuriants étaient maintenant courts et ternes. Mais ses opinions ne lui importaient plus depuis des années. Jonathan décida de garder sa barbe. Il s'habilla avec ses vêtements les plus anciens, prêt pour un nouveau chapitre. En tant que mécanicien diesel, pas un avocat chic ou un PDG, il était un homme d'action. Première étape, la banque. Il retira leurs maigres économies, environ 7 000 $ de heures supplémentaires et de remboursement d'impôts. De l'autre côté de la rue, il ouvrit un nouveau compte avec 1 000 $, obtenant un grille-pain gratuit. Ensuite, la partie difficile. Chez le concessionnaire Caterpillar, Jonathan rédigea sa démission. Son patron essaya de le faire changer d'avis, mais Jonathan resta ferme, expliquant la trahison de sa femme. Il refusa de financer sa nouvelle vie avec un autre homme. Il fut congédié avec la promesse d'un emploi futur si les circonstances changeaient. À son départ, il reçut son dernier chèque de paye, y compris une compensation de congé. Il ajusta son assurance santé, retirant sa femme et annulant la couverture vie de l'entreprise. Il pouvait désormais souscrire une assurance indépendante pour ses enfants. Mais pour sa femme infidèle, rien. Après avoir abordé l'essentiel, il rentra chez lui et commença à passer des appels. Il annula leur unique carte de crédit, une tâche facile étant donné sa faible limite et leur habitude de la payer chaque mois. Ensuite, il retira sa femme de son plan cellulaire. Qu'elle paye sa propre facture de téléphone. Peut-être que son amant s'en chargerait. Se rendant compte qu'il avait manqué des repas, Jonathan ressentit la faim. La matinée avait été mouvementée. En regardant dans le réfrigérateur, il réfléchit que même si Suzanne avait critiqué son ventre à bière, elle n'avait pas exactement encouragé une alimentation saine. Le frigo était un paradis de la malbouffe, soda, snacks, viande transformée, plats surgelés, et bien sûr, de la bière. Pas étonnant qu'ils aient tous les deux pris du poids. Il prépara rapidement un sandwich aux œufs. Ce n'était pas le déjeuner le plus sain, mais c'était le mieux qu'il puisse faire à la maison. Avec les premières étapes terminées, il se sentit perdu. Jusqu'à présent, il avait agi par instinct, d'abord en noyant ses chagrins, puis en se protégeant financièrement. Maintenant quoi? La réalité de sa femme infidèle et de son mariage qui s'effondre l'accablait. Reconnaissant qu'il avait besoin de soutien, Jonathan décida de rendre visite à son grand-père Max. Il choisirait toujours le vieil homme plutôt que sa mère. Sa mère pourrait prendre le parti de sa femme pour les enfants, mais grand-père Max lui dirait franchement les choses. Le septuagénaire fut surpris de voir son petit-fils. « John, qu'est-ce que c'est que ce nouveau look ?» Seul grand-père Max l'appelait John. Jonathan se frotta maladroitement la tête fraîchement rasée. « Grand-père, j'ai besoin de conseils. » Max était d'une vieille école, fils d'immigrants allemands. Son père avait construit un ranch à partir de rien, que Max avait agrandi. Homme de peu de mots avec des amis loyaux partageant ses valeurs. Il était strict, exigeant le respect des règles avec des conséquences. Sa poignée de main était sa parole dans une ère de contrat complexe. Jonathan passa 30 minutes à raconter son histoire. Le vieil homme méprisait la malhonnêteté, surtout au sein de la famille. « Comment tu vas t'en débarrasser ?» fut sa seule question. « Ce n'est pas si simple. Nous avons 3 enfants. Elle est une traînée. Tu prends les enfants et tu la mets dehors. » Jonathan ne put s'empêcher de sourire. Si seulement c'était aussi simple.
Ça ne fonctionne pas comme ça de nos jours, grand-père. Les mères obtiennent généralement la garde des enfants, surtout si elles sont les principaux soignants. Elle obtiendra la moitié de tout, probablement plus. Je devrais payer une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire puisqu'elle ne peut pas travailler. Ne peut pas travailler, tu veux dire ne veut pas travailler, toi le paresseux tricheur. Jonathan fut surpris par le langage dur de son grand-père. Il entendait rarement le vieil homme jurer, encore moins de manière aussi crue. Clairement, grand-père Max le voyait maintenant comme un adulte à part entière. C'est la loi, grand-père. Je déteste l'admettre, mais elle a probablement raison sur la plupart des points, soupira Jonathan. Elle pense qu'elle peut me mettre dos au mur et me faire accepter ce désordre. Des balivernes, grogna grand-père Max, attrapant le vieux téléphone rotatif. Bill, c'est Max. Ramène-toi ici immédiatement. J'ai besoin de tes conseils. Après un bref échange, il raccrocha et se tourna vers Jonathan. Quel est ton plan, mon fils? Vendre la maison. Je ne peux plus la soutenir. Qu'elle se débrouille pour savoir où vivre avec son nouvel homme. Max hocha la tête. Pas de problème. Nous avons beaucoup d'espace ici, il est temps de se débarrasser de certaines de ces vieilleries. Ce sera bien d'avoir du sang neuf autour. Mais qui va s'occuper des enfants pendant que je travaille? Je ne travaille pas, déclara fermement Jonathan. Qu'elle gagne la pension alimentaire. Je verrai si l'oncle Len acceptera que je travaille au ranch sous le manteau. Les yeux de Max se rétrécirent. Non monsieur, tout homme sous mon toit gagne un salaire honnête. Nous trouverons un moyen de le cacher à elle, ne t'en fais pas. Le vrombissement d'un moteur diesel annonça l'arrivée de Bill. Le vieux juge à la barbe grisonnante entra sans frapper. Que diable se passe-t-il, Max? Après que Jonathan eut expliqué, Bill secoua la tête. Elle te tient par les couilles, mon garçon. Mais cet avocat amoureux d'elle a fait une grosse erreur. Il pourrait perdre sa licence à cause de ça. Je vais passer des coups de fil, voir ce que je peux dénicher. Et l'argent? Demanda Bill. Les comptes vidés. J'ai aussi démissionné de mon travail. Bill hocha la tête avec approbation. Beaucoup. Fais-la se battre pour chaque centime. Pourquoi as-tu démissionné cependant? Trop d'heures supplémentaires. Je ne veux pas d'une pension alimentaire basée sur des semaines de 60 heures. Une chance que ton patron te renvoie à la place? Les tribunaux sont plus indulgents dans ces cas-là. Jonathan sourit à la sagacité du vieux juge. Sa famille n'est pas encore au courant. Elle veut que ça reste secret. Bill renifla, sortant son téléphone. Jimmy, c'est Bill. J'ai de mauvaises nouvelles concernant ta petite fille Suzanne. Elle le trompe. Pas de blague. Elle a avoué il y a 2 jours ça dure depuis 1 an. Elle dit qu'elle ne partira pas, veut qu'il l'accepte. Il n'est pas d'accord. A toujours été égoïste. Ça ne finira pas bien. Je pensais que tu devrais le savoir. Bill se tourna vers Jonathan, les yeux flamboyants. Elle a brisé le vieux, traître. Personne ne veut croire que leurs enfants peuvent dévier du droit chemin, soupira Jonathan. Elle pourrait revenir aujourd'hui, avertit le grand-père. Prends le contrôle. Aucun homme digne de ce nom ne tolérerait cela. Et la maison que tu as achetée? Demanda le juge. Je la laisserai. Je ne veux pas m'en occuper, répondit Jonathan. Reste en place, conseilla Bill. Contrôle tes finances. Cache de l'argent si tu le peux. Passe du temps en Oklahoma, perds de l'argent dans les casinos. Quand tout sera désespéré, alors parle de divorce. Le grand-père fixa Jonathan. Tu t'es laissé aller, mon garçon. Il est temps de te reprendre en main. Nous allons te remettre sur pied. Jonathan se raidit. Elle n'est pas parfaite non plus. Peu importe, rit le vieil homme. Toute femme prête trouve un homme. Tes enfants méritent mieux que ça. Je ne suis pas prêt à sortir avec quelqu'un, grand-père. Je suis toujours marié. Pas vraiment. Elle t'a quitté, souviens-toi? C'est fini. Rentre chez toi, nous parlerons demain. Jonathan se sentit légèrement mieux. Chez lui, il jeta la malbouffe et les menus à emporter. Quand Suzanne ne s'était pas montrée à 19 heures, il acheta des courses plus saines. En rentrant, il la trouva en attente, choqué par son apparence. Jonathan entra, portant les courses. Suzanne, dit-il calmement. Elle le suivit jusqu'à la cuisine. Je voulais m'excuser pour hier soir. Ce n'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas te blesser. Il haussa les épaules. Peu importe comment tu l'as dit. Découvrir que tu as ruiné notre mariage pour un jeune étalon blesse de toute façon. Jonathan, s'il te plaît. Je n'aurais pas dû mentionner le sexe. Ce n'est pas à propos de ça. Il rit amèrement. Que veux-tu, Suzanne? Son ton l'effraya. Je veux que tu comprennes. Je ne voulais pas tomber amoureuse de lui. J'essayais juste d'aider.
Cela ne devrait pas changer entre nous. Je t'aime et je ne te quitterai pas. D'accord, tu es amoureuse de lui. Quoi d'autre? Tu veux arracher mon cœur et danser dessus? Non, Jonathan, je ne veux pas te blesser. Tu es mon mari, mon âme sœur. Je t'aimerai toujours, j'ai juste besoin d'être près de lui. Ne peux-tu pas comprendre? Alors va vers lui. Je ne veux pas d'une femme qui me trompe sous mon toit. Pars, elle pleura. Tu ne le penses pas. Tu verras que c'est mieux pour nous tous, même pour les enfants. Et que leur dirai-je quand tu seras avec ton amant? Ne l'appelle pas comme ça. C'est une bonne personne, un si bon homme qu'il doit voler la femme d'un autre. Va vers lui avant que je ne sois malade. Elle se retourna pour partir. Je te laisse du temps. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu pourrais dire que c'est un mensonge, que ma femme n'est pas vraiment infidèle. Je ne suis pas volage. Ce n'est pas une aventure. Je l'aime. L'aimais-tu la première fois que vous avez fait l'amour? Quand tu as trahi ta famille? Elle resta figée, incapable de répondre à sa question cinglante. La culpabilité l'envahit cette première nuit, les larmes se mêlant à l'eau de la douche jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Elle jura à Rich que cela ne se reproduirait pas. L'aimait-elle alors? Non, elle avait juste besoin de se sentir utile. Furieuse contre sa manipulation, elle s'éloigna. Le besoin de Rich la rongeait. Jonathan lutta contre l'appel en voûtant de la bouteille de whisky, avalant un repas frugal avant de se promener pour se changer les idées. Cela n'aida pas, mais au moins cela ne fit pas de mal. L'aube surprit Jonathan chez son grand-père, étonné de voir tout l'équipage réuni. Leur camaraderie était évidente, une photo fanée montrait 5 éclaireurs aigles, des amis de toujours. De tels liens durables semblaient rares de nos jours. La salle à manger débordait de cuisine campagnarde. La résolution alimentaire de Jonathan s'effondra à la vue de pancakes géants. Oncle Len empila haut son assiette. « Tu auras besoin de carburant » cligna-t-il de l'œil. Les présentations révélèrent un mélange de fermiers à la retraite, d'hommes de carrière militaire et de propriétaires de petites entreprises locaux. Leurs épouses rôdaient à proximité, désireuses d'apporter une perspective féminine à la situation de Jonathan. Bill alla droit au but. « Nous sommes derrière toi, mon garçon. As-tu déjà dit à ta mère ?» Jonathan secoua la tête, redoutant cette conversation. « Fais-le aujourd'hui » conseilla Bill. Maintenant, à propos de ce riche. Les informations du groupe dressaient un portrait, un veuf devenu avocat, intelligent mais sans scrupules. Jonathan se prépara au combat qui l'attendait, reconnaissant pour ses nouveaux alliés. Jonathan observa les 4 femmes écoutant à proximité alors qu'ils mâchaient du bacon aux pommes épais. La vraie question est, pouvez-vous vous réconcilier? Elle est la mère de tes enfants, tous âgés de moins de 10 ans, n'est-ce pas? 5, 8 et 10, corrigea Jonathan. Grand-père intervint. La veux-tu de retour, Guy? Pourrais-tu pardonner un an d'infidélité? Maximiliane, la femme de Bill, intervint sèchement. Ne la traite pas de cette façon. Nous n'avons pas entendu son point de vue. Le juge se tourna vers sa femme. Judith, tu avais promis de ne pas interférer. Nous le savons, bafouilla Judith. C'est à lui de décider de réparer les choses pour la famille. Jonathan prit enfin la parole. Elle est venue hier, n'est pas restée, pas de véritable excuse. Elle ne met pas fin à tout ça. Elle menace de divorcer et de prendre les enfants. Je ne peux pas accepter cela. Le colonel Darrell demanda, et si elle arrêtait? Une chance de réconciliation? Jonathan marqua une pause. Peut-être, si elle était vraiment désolée et que je pouvais lui faire confiance. Mais les chances, presque nulles. Elle dit qu'elle l'aime, qu'il est un meilleur amant. Elle n'avait pas le droit de me dire ça. Elle veut tromper mais menace de divorcer si je le fais. Ce n'est pas juste. Je veux qu'elle parte. Diana intervint. Jonathan, elle fera toujours partie de ta vie. Elle est leur mère. Je n'abandonnerai jamais mes enfants, répliqua Jonathan. Mais ils sont aussi les siens, continua Diana. Un divorce avec colère aura des conséquences. Jonathan peinait à contenir sa rage. Comment pourrais-je oublier qu'elle a trompé pendant 1 an et menace de ruiner ma vie? Grand-père se leva. Mesdames, nous avons demandé votre avis, pas votre ingérence. Veuillez nous laisser pour le moment. Les femmes partirent en marmonnant. Que veux-tu, Jonathan? Simplement, demanda Bill. Je veux qu'elle parte. Je veux les enfants. Je ne veux pas la soutenir ni payer pour sa nouvelle vie. Je veux qu'ils souffrent tous les deux, dit Jonathan froidement. J'aimerais les déchirer, les faire se détester. Les hommes échangèrent des regards, des sourires lents se dessinant sur leurs visages. Le colonel hocha la tête. Excellent, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est la guerre, messieurs. Les lignes de bataille sont tracées. Maintenant,
Nous élaborons une stratégie. Après des heures de débats animés, ils élaborèrent un plan. Les femmes se joignirent pour le déjeuner, à contre-cœur. Jonathan laissa un bref message vocal à la maison, « Ne rentrerai pas avant dimanche ». Laissant les aigles mettre les choses en mouvement, Jonathan se précipita chez sa mère. Il devait la rattraper avant le travail. Elle s'étonna de son nouveau look. « Jonathan, que se passe-t-il? Nous devons parler, maman. C'est important. » Quelques minutes plus tard, elle était en larmes. « Es-tu sûr de ne pas pouvoir lui pardonner? Elle est la mère de tes enfants. Elle le voit depuis 2 ans, maman. Il n'y a pas de retour en arrière. » Sa mère hocha la tête, le cœur brisé. « Comment puis-je t'aider? J'ai besoin de toi avec moi quand je parlerai à ses parents. » Ils ont facilité cela. Chez les Finnegan, Jonathan ne mâcha pas ses mots. « Je vous demande d'arrêter de couvrir Suzanne pendant qu'elle trompe. » Brenda recula. Terry rougit de colère. « Comment oses-tu? Elle l'a avoué elle-même, » dit Jonathan d'un ton plat. « Elle est avec lui depuis 1 an. Pendant que vous gardiez nos enfants. » Le visage de Brenda se décomposa d'incrédulité. La vérité s'enfonça comme une pierre. Elle aide dans un refuge pour femmes battues. À moins qu'il ne la frappe, notre mariage est la seule victime, répliqua Jonathan sèchement. Terry parut abattu. Te l'a-t-elle dit? Quelle est son aventure? Elle a une liaison, insista Jonathan. Elle ne le quittera pas. Elle dit l'aimer, mais veut que je la soutienne, elle et les enfants. Je ne financerai pas son infidélité. Brenda fondit en larmes. Je n'arrive pas à y croire. Mais je peux croire qu'elle nous a utilisés comme couverture. Arrêtez, vous l'aidez à détruire notre mariage. Nous n'avons aucune chance tant qu'elle est avec lui. Vous comprenez? Terry lâcha. Es-tu sans péché? Peut-être as-tu aussi trompé? Ne va pas par là. Ma seule faute était de travailler trop dur pour cette maison qu'elle voulait et ses nouveaux dessous pour son amant. Peut-être que je me suis négligé, pris du poids, travaillé de longues heures. Mais est-ce que cela justifie 1 an de tromperie? Le père de Suzanne lança un regard noir à Jonathan. Je ne jugerai pas avant d'avoir entendu son côté de l'histoire. Bien sûr, répliqua Jonathan sarcastiquement. Pour papa, sa fille est toujours parfaite. Elle ne pourrait pas être une trompeuse. Arrêtez de la protéger pendant qu'elle trompe. Sors, répliqua Terry, le visage rouge. Très bien, se leva Jonathan brusquement. Comment vous sentez-vous d'élever une fille qui trompe et utilise ses parents comme couverture? Fier, dehors, rugit Terry, son tempérament irlandais s'enflammant. Caroline, la mère de Jonathan, regardait avec incrédulité. Jonathan se dirigea vers la porte, lançant une dernière pique. Félicitations, papa. Beau travail d'élever une femme de petite vertu. Sa mère s'emporta. Comment oses-tu dire ça? Tu as délibérément envenimé la situation. Je voulais le mettre en colère. Si elle cachait cela, elle devra s'expliquer. S'ils savaient, tant pis pour eux. Jonathan prit la direction du nord vers l'Oklahoma. Son plan? Récupérer des tickets perdants, séjourner dans un hôtel, jouer et peut-être trouver une distraction. Il ne ressentait aucune culpabilité à l'idée de coucher potentiellement avec une autre femme. Une fois que sa femme avait avoué avoir trompé pendant 1 an, leur mariage était terminé. Il ne restait plus que des formalités. Son téléphone sonna quelques minutes après avoir quitté la ville, mais il l'éteignit avant la frontière. Qu'elle gère la tempête qu'elle a déclenchée. Après tout, elle avait quelqu'un avec qui passer du temps. Ce soir-là, il se rendit aux tables de casino, puis au bar. En 30 minutes, il discutait avec une belle femme prête à le consoler moyennant finance. Il ressentit un pincement de malaise à l'idée de payer pour du sexe, puis il en rit. Cette femme le faisait pour de l'argent, sa femme l'avait fait par amour pendant 1 an. Au moins, il n'impliquait pas de sentiments. Après son départ, il passa une main dans sa nouvelle coupe de cheveux, souriant. Le meilleur sexe depuis des années, pensa-t-il. La femme ressemblait à une déesse et lui laissait carte blanche. Les meilleurs $400 jamais dépensés, de l'argent que sa femme ne reverrait jamais. Le lendemain, Jonathan erra dans le casino, jouant au craps et au poker, dépensant encore quelques centaines de dollars. Jonathan rassembla des tickets de paris perdant d'une valeur de milliers de dollars. Ce soir-là, il trouva une autre escorte, plus âgée mais attirante. Pour $300, elle lui offrit plus que la fille de la veille. Sentant que son mariage était terminé, il se laissa aller pleinement, allant même jusqu'à lui donner un pourboire de $50. Elle lui donna sa carte pour de futurs rendez-vous. Seul cette nuit-là, Jonathan se sentit étrangement satisfait mais seul. Il bouillonnait de colère à propos de l'infidélité de sa femme.
Quel égoïsme! Échanger sa famille pour un avocat lambda, typique de ces menteurs, traîtres sans scrupules. Le lendemain matin, il se rasa la tête et tailla sa barbe. Le miroir lui montra un homme transformé. De retour chez lui, ses enfants l'accueillirent avec excitation. « Où sont passés tes cheveux, papa ?» Suzanne le fixa, à peine contenu sa fureur. « Nous devons parler, siffla-t-elle. « Je veux du temps avec les enfants, » répliqua Jonathan froidement. Il discuta avec eux de leurs grands-parents. « Qui garde Nancy après l'école ?» interrogea-t-il. Suzanne insista pour qu'il parle. Jonathan répliqua, « J'aimerais avoir une épouse fidèle. On dirait que nous sommes tous les deux déçus. » Elle s'enfuit en pleurant. « Pourquoi maman est triste ?» demanda Joey. « Elle s'est mal comportée, » répondit Jonathan. « A-t-elle cassé quelque chose ?» se demanda Nancy. « Oui, elle a cassé quelque chose d'important, » pensa-t-il amèrement. Dans leur chambre, Suzanne explosa. « Comment as-tu pu impliquer mes parents ? Comment as-tu pu tromper ?» répliqua Jonathan calmement. « Où étais-tu ces 2 dernières années ? Ce n'est plus ton affaire, dit-il. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. Pourquoi mon téléphone est-il éteint ? Exigea-t-elle. Je l'ai annulé. Et ton assurance ? Et ta carte de crédit ? Pourquoi ferais-tu ça ? Es-tu si mesquin ? Je ne te paierai pas. Si tu veux être une femme de petite vertu, fais-le à tes frais, siffla Jonathan. Je ne suis pas une femme de petite vertu. Je suis tombée amoureuse. Es-tu si égoïste que tu ne vois pas la différence ? Je suis égoïste de vouloir que ma femme respecte ses vœux. Ne mêle pas les enfants à ça. Tu l'as fait quand tu les as abandonnés pour être avec ton amant. On ne passait pas juste du temps au lit. Je prenais soin de lui. Il avait besoin de moi. Comment exactement as-tu pris soin de lui, Suzanne ? Ne sois pas vulgaire. Je cuisinais, je faisais le ménage. On discutait. Il m'écoutait vraiment. Donc tu jouais à la maison avec lui pendant que nous mangions des plats à emporter ? Tu as abandonné ta famille pour un autre. Ce n'est pas comme ça. Laisse ton nouveau mari payer pour ton téléphone, ton assurance, tes vêtements. N'est-ce pas échanger du sexe contre de l'argent ? Pourquoi fais-tu ça ? Nous étions heureux l'année dernière. Ne pouvons-nous pas revenir en arrière ? Je ne savais pas que tu étais un tricheur à ce moment-là. Maintenant je ne peux pas te regarder sans t'imaginer avec lui. Ce n'est pas une question de sexe, Jonathan. C'est une question d'amour et d'amitié. J'ai besoin de lui. D'accord. Regarde-le autant que tu veux. Mais je ne vais pas financer ça. Il a proposé. Il est riche, contrairement à toi, a travaillé dur juste pour nous offrir un toit, cracha Suzanne, regrettant instantanément ses paroles. Est-ce de l'amour ou un échange ? Je travaille 60 heures par semaine pour cette famille. Et toi, que fais-tu ? Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Tu me mets tellement en colère. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être comme avant ? Arrête de le voir. Sois une épouse et une mère fidèle. Ensuite, nous pourrons discuter. Je n'ai rien jeté. Je ne le voyais que quand tu travaillais. Et ces 2 nuits chez lui, tu m'y as emmené. Tu m'as supplié d'y aller. Jonathan soupira. Ça ne mène à rien. Vas-tu arrêter de le voir ? Non. Alors tu es seul. Je continuerai à te nourrir et à laisser le paiement de la voiture pour les enfants. Ça va être difficile. J'ai démissionné de mon travail. Tu as démissionné sans en discuter ? Tu as couché avec un autre homme sans en discuter ? Se moqua Jonathan. C'est différent, insista-t-elle. Je sais, c'est pire. Je travaillerai pour l'oncle Len. Moins d'argent, mais nous nous en sortirons si nous sommes prudents. Plus de gaspillage. Je ne gaspille jamais, répliqua-t-elle. L'essence pour la maison de riche ? Celle de tes parents ? Les déjeuners ? Les rendez-vous café ? Silence. Puis la réalisation frappa. Comment ? Qui a dit riche ? Richard Patton. Riche pour ses femmes faciles. Assistant juridique vivant de l'argent de la mort de sa femme. Tu te trompes. C'était un accident. Il est avocat, a passé le barreau. Il doit travailler dur pour te sauter toute la journée. Arrête, cria-t-elle. Les yeux de Jonathan se rétrécirent. Je croyais que tu voulais de l'intimité. Crie plus, invitons les enfants. Noun, ce n'est pas toute la journée. As-tu déjà couché avec moi après lui ? Elle rougit. Ce n'est pas une question de sexe. Mon Dieu, Suzanne, tu me dégoûtes. Tu fais de moi un cocu ? Non, Jonathan, jamais. Je t'aime. S'il te plaît, pouvons-nous arrêter ça ? Je vais arranger les choses. Jonathan secoua la tête. Préviens-moi quand c'est fini. Si je suis toujours là, nous verrons ce qu'il en reste. Il partit, se fit un sandwich, regarda Suzanne prendre des appels. Elle s'approcha plus tard. Mon grand-père m'a renié. Tu es odieux. Arrête de le voir, dit Jonathan. Je serai de retour pour le dîner. Cuisinez quelque chose pour une fois. Nous devons parler, supplia-t-elle.
Après le dîner, quelques minutes plus tard, Jonathan se tenait devant la porte de Rich. Arrêtez de coucher avec ma femme. Tu as tué la tienne, maintenant tu tues mon mariage. Le petit homme tremblait. Gide, je ne sais pas ce que. Arrête de voir Suzanne Fremont. Ma femme, ne conduis pas avec elle. Si elle meurt, je ferai de tes derniers moments un enfer. Pas de meurtrier avec la mère de mes enfants. C'était un accident, sanglota Rich. Tu vis de l'argent du sang. Tu as séduit ma femme. Arrête, sinon je t'arrêterai. Tu ne peux pas me menacer, pleurnicha Rich. Laisse-la tranquille, meurtrier. Achète d'autres femmes, pas ma femme. Jonathan partit, son message délivré. À la maison, Suzanne était furieuse. Suzanne s'approcha de Jonathan, fulminant. Il passa calmement à côté d'elle, attrapant leur plus jeune enfant et la chatouillant. Nous devons parler, en privé, exigea Suzanne. Jonathan haussa les épaules et se dirigea vers la chambre à coucher, se réjouissant secrètement de la voir de nouveau agacée. L'as-tu menacé? L'as-tu traité de meurtrier? Suzanne éclata une fois la porte fermée. Qui? Ne fais pas l'innocent. À quoi pensais-tu? Je lui ai dit de rester loin de ma femme. Cela semble raisonnable. Tu l'as traité de meurtrier. Il a tué sa femme. Je ne veux pas que tu sois la prochaine. C'était un accident. Tu n'as aucun droit. Il conduisait. Elle est morte. Même résultat qu'une balle dans la tête. Suzanne le regarda incrédule. Comment as-tu pu? Cela l'a presque détruit. J'ai passé des années à l'aider à se remettre. Donc si je le rends dépressif à nouveau, ce cauchemar pourrait-il prendre fin? Demanda Jonathan froidement. Tu ne peux pas être sérieux. Je danserais sur sa tombe si cela signifiait que tu redeviendrais une épouse fidèle. Suzanne frissonna, voyant la vérité dans ses yeux. Il a besoin de moi, Jonathan. Si tu m'as jamais aimé, tu comprendrais. Quand il sera assez fort, je le quitterai. S'il te plaît, laisse-moi faire. Je serai la parfaite épouse. Fais ce que tu veux, Suzanne. Mais tant que tu seras avec lui, nous serons mariés de nom seulement. Je ne sais pas combien de temps je pourrai supporter cela. Je t'aime toujours, je le prouverai, j'ai juste besoin de temps. Ou quoi, tu vas me divorcer, prendre les enfants? La loi est de mon côté. Tu paieras, tu travailleras jusqu'à la mort, tu ne les verras jamais. Le visage de Jonathan s'assombrit. Cela n'arrivera jamais, fais-moi confiance. Suzanne hésita, réalisant qu'il était très sérieux. Elle s'enfuit dans la salle de bain en larmes. Jonathan mit les enfants au lit, acceptant de retarder l'heure du coucher de Cindy pour apaiser sa culpabilité. Alors que la maison se calmait, il entendit Suzanne au téléphone. Jonathan ouvrit une bouteille de vin et prit 2 verres en cristal. Il frappa à la porte de la chambre, attendant que Suzanne termine son appel. Elle ouvrit, les yeux tristes. « Pas besoin de frapper, c'est aussi ta chambre, dit-elle doucement. Il posa le plateau. Je ne voulais pas interrompre. Semaine difficile, hein? Suzanne hocha la tête. Terrible. Je n'ai jamais voulu ce chaos, Jonathan. Parlons, calmement, civilisé. Je t'aime toujours. Il tapota le lit. Elle s'assit en tailleur, sa chemise de nuit remontant. Qu'est-ce qui a mal tourné? Comment t'ai-je déçu? C'est difficile, chérie. Je t'aime, je n'ai jamais arrêté. Tu me crois? Bien sûr, mentit-il. Nous ne serions pas là sinon. Suzanne expliqua. Tout a commencé lors d'une fête. Il était triste, je l'ai consolé. C'était agréable de compter. Jonathan hocha la tête, se rappelant du conseil de la laisser parler. J'en ai marre d'être juste maman et femme au foyer. Les journées étaient ternes. Tu travaillais sans relâche, rentrais épuisé. Je me sentais délaissé, juste une nounou et une femme de ménage. Je suis désolé, j'aurais dû m'en rendre compte. Des journées de 10 heures, 6 jours par semaine. C'est dur. Mais ce n'est pas une excuse pour nous négliger. Elle secoua la tête, des larmes aux yeux. Ce n'est pas de ta faute. Tu semblais distant, toujours sur le canapé avec ta bière. J'ai fini par détester ce maudit canapé et la télé. La bière était un moyen de décompresser. Je ne voulais pas que tu ressentes ma pression. J'aurais dû parler au lieu de tout garder pour moi. Suzanne renifla en essuyant ses larmes. Je m'ennuyais, alors c'est devenu mon projet. Au début, c'était juste ça. Pendant 1 an, rien ne s'est passé. Je te jure que je ne le voyais pas de cette manière. L'aider à se remettre sur pied me donnait l'impression d'être utile, ce que je désirais. C'était notre problème. Ce n'était pas un manque d'amour ou d'intimité. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. J'ai fait ce qui me semblait bien, ce qui me rendait fier. Ma seule erreur a été de passer trop de temps avec un autre homme, mais ce n'était pas romantique. C'était comme un travail dans lequel j'excellais. Je comprends.
Tout le monde a besoin de se sentir utile, dit Jonathan, luttant pour garder son calme. J'espérais que le fait d'être une super maman et une super épouse comblerait ce besoin. Rien n'allait pas. Pourquoi le cacher pendant 1 an alors? Il lui resservit un verre de vin. Elle prit une longue gorgée. Tout s'est passé si vite. D'abord des appels téléphoniques, des déjeuners, des cafés. On parlait comme toi et moi ne le faisons plus. C'était facile avec lui. Il a suggéré un dîner, mais je n'ai pas pu. Je suis marié. Le déjeuner et le dîner, ce n'est pas pareil. J'ai proposé de cuisiner chez lui à la place. C'était étrange au début, même excitant. Mais il n'était qu'un ami à ce moment-là. Jonathan se servit un verre, ne voulant pas entendre les détails. Il avait juste besoin de savoir ce qui n'allait pas dans leur mariage. Les hommes n'ont pas besoin d'amis femmes, pensa-t-il. Ce type avait prévu de la séduire dès le début. Il voulait la secouer, lui faire comprendre. À la place, il hocha la tête, feignant de comprendre. C'était plus facile chez lui. On avait de l'intimité pour parler ouvertement. Je ne voulais pas de rumeurs. Nous étions juste amis, dit-elle, espérant qu'il comprenne. Continue, encouragea Jonathan. Elle se sentit soulagée de se confier. Une fois qu'il comprendra, tout ira bien, pensa-t-elle. J'ai aidé chez lui. Il était perdu après l'accident de sa femme. On parlait de tout, désir, fantasme, rêve. Ce n'était pas une question de sexe, mais de communication et de compréhension. Il t'a séduite, lâcha Jonathan. Surprise, elle répondit, non, jamais. C'était un ami qui avait besoin de moi, et j'avais besoin de lui. Les bons amis discutent de ces choses. Jonathan se mordit la lèvre, attendant. Il lui versa le reste de vin. Ça s'est juste passé. On était dans la cuisine, puis soudain on s'embrassait. J'aurais dû arrêter, mais ça semblait amical. La prochaine chose que je savais, on était dans sa chambre. Sa main trembla en buvant. Les larmes montèrent. Je n'ai jamais voulu ça. Je me sentais horrible. Je me suis douché pendant des heures mais je ne pouvais pas me sentir propre. Je t'ai trompé. Pour la première fois de notre mariage. Je me détestais pour ça. Je savais que tu le verrais dans mes yeux, mais tu as juste pris la bière et t'es assis. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas vu la culpabilité. Puis j'ai pensé, et si tu t'en fichais? Elle a vidé la moitié du verre. J'ai essayé d'y mettre fin. Je lui ai dit d'arrêter. Éviter nos endroits habituels. J'ai juré de ne plus jamais le refaire. Mais ensuite, il a atterri à l'hôpital. Des somnifères. À cause de moi, je l'ai presque tué. On s'était promis que c'était fini. Je suis tellement désolé, Jonathan. J'ai essayé d'arrêter, je te le jure. Jonathan bouillonnait. Sa femme crédule. Ce salaud manipulateur. Quelques pilules et un séjour à l'hôpital l'ont ramené. Il prit son verre vide, la serra contre lui alors qu'elle sanglotait. Si seulement elle lui avait parlé à ce moment-là. Une erreur, il aurait pu pardonner. Une année de trahison, des menaces de divorce? Non, ils paieraient tous les deux. Il l'allongea. Chérie, s'il te plaît. Ça fait si longtemps, murmura-t-elle. Non, je ne peux pas être en deuxième place derrière lui. Tu n'as jamais été en deuxième place. Je t'aime. Tu es mon mari. En premier, il est en second. Toutes les nuits sont à toi. Tu as passé 2 nuits dans son lit. Dès que je pars, tu cours vers lui. Je n'ai que quelques minutes, il a tout ton temps. Je ne peux pas supporter ça. Ça ne pose pas de problème depuis plus d'1 an. Tu n'as pas besoin de savoir. Quand je suis avec toi, je suis entièrement à toi. Il a essayé. Mon Dieu, il a essayé. Ces mots la blessaient profondément. Il se détourna. Maudit trompeur. Suzanne ne comprenait pas. Il avait été si gentil, si aimant. Maintenant, il s'éloignait. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement l'aimer? Rien n'avait changé. Elle l'enlaça, se sentant petite, féminine. La culpabilité la poignardait. Et si elle s'était arrêtée dès le début? S'il te plaît, Jonathan, murmura-t-elle. Je sais que tu me veux. Je suis là pour toi. Toujours. Plus jamais. Pas tant que tu es avec lui, dit Jonathan froidement. Suzanne se détourna, blessée. Elle pleura jusqu'à s'endormir. Le matin arriva. Jonathan se réveilla tôt, plus déterminé. Il allait les confronter, mettre fin à tout ça. Nouveau travail, ranch familial. Son oncle Len lui fit visiter, bien que la plupart des gens le connaissaient déjà. Miguel, un vétéran de 20 ans, prit Jonathan sous son aile. Au déjeuner, l'oncle Len le rappela à la maison. Jonathan trouva son grand-père et des amis qui l'attendaient, résumant rapidement son week-end, en omettant certains détails. Le groupe se rallia autour de lui. Gray Briggs en a fait sa mission, expliqua grand-père. Tout le centre pour personnes âgées est impliqué.
La fille de Madge Johnson travaille pour moi, ajouta Carl. Ils surveilleront tous les mouvements de ce salaud. Le juge intervint, ta belle famille doit être mortifiée. Pas étonnant que ta belle-sœur soit partie. Parle à la banque, John, conseilla grand-père. Fais tout passer par moi. Le juge donna des détails sur la défunte épouse de l'amant, y compris des photos et des informations sur l'enterrement. Nous prenons soin des nôtres, assura-t-il. Les ordres de Jonathan étaient clairs, rester distant avec sa femme, cibler son amant et protéger les actifs. Ce soir-là, Rich Patton reçut un appel glaçant. C'est en feu, Richie, chuchota une voix féminine douloureuse. Comment as-tu pu me laisser brûler? Il laissa tomber le téléphone, revivant son traumatisme. Pendant ce temps, Suzanne supplia sa mère de garder les enfants. Brenda refusa, emmène-les avec toi. Où est-ce que tu cours vers ce salaud? Il n'est pas, commença Suzanne. Il est une ordure en train de coucher avec une femme mariée, siffla Brenda. Tu nous as tellement déçus. Maman, comment peux-tu? Laisse-le, implore le pardon de ton mari. Fais ce qu'il veut pendant 1 an. Je n'ai rien fait de mal, protesta Suzanne. C'est à lui de s'excuser auprès de moi, ajouta-t-elle, accueillie seulement par une tonalité de ligne. Au centre pour personnes âgées, Max Ritter s'adressa au groupe. Ils avaient réparti les tâches, prêts à agir. La salle bourdonnait de détermination. Les lignes téléphoniques étaient occupées toute la nuit. Phase 1, répandre la nouvelle. Phase 2, mettre la pression sur la génération suivante. Rendre les choses claires, ce comportement ne passera pas. Bientôt, toute la ville en parlera. Tromperie, vieille histoire. La moitié des gens là-bas ont probablement fauté. Mais ça, le manque de respect, s'attendre à ce que le conjoint se laisse faire pendant qu'il joue à la famille heureuse. Impardonnable. Le colonel se rassembla avec son cercle intime. Sommes-nous conscients des risques? Des hochements de tête tout autour. John Crum prit les devants. Les clés de la maison de Rich circulaient dans les coulisses. Photos, lettres, saletés, ils allaient tout déterrer. Suzanne se faufila dans le garage de Rich, abandonnant son déguisement. Drôle, pensa-t-elle, elle avait tout à fait le droit d'être là. Ils tombèrent dans le lit, pas besoin de mots. Ensuite, Rich se retourna contre elle. Comment as-tu pu tout gâcher? Personne au travail ne me regardera même. Suzanne était abasourdie. Moi, c'est toi qui voulais tout avouer, tu te souviens? Menacé de divorce? Rich explosa. Tu étais censé garder le silence. Comment a-t-il découvert? Je lui ai dit franchement, comme nous l'avions prévu. Tu es un homme, tu aurais dû savoir comment il réagirait. Quoi? Je dois être un homme des cavernes pour penser comme lui? Suzanne commença à s'habiller, dégoûtée. Rich bloqua la porte. Où vas-tu? On vient à peine de commencer. Tu ne devrais pas parler de Jonathan de cette façon. C'est un bon homme. Bon, répandre des rumeurs, te manquer de respect? Qu'y a-t-il de bon là-dedans? Suzanne boutonna sa blouse et arrangea ses cheveux. Je dois y aller, Rich. Je suis déjà en retard. Rich la serra contre lui. Reste, Suzy Q. On a besoin de ça. Tu es tout pour moi. Elle l'embrassa doucement. On trouvera une solution. Pas de nuitée cependant. Viens après que les enfants soient endormis. Tu ne veux pas de ça? Suzanne hésita. Laisse-moi réfléchir. Les choses sont compliquées à la maison. Et un petit câlin avant que tu partes? Insista Rich. Ces mots piquèrent. Était-ce tout ce qu'elle représentait pour lui? Je dois vraiment partir. Tu m'as promis de ne jamais me refuser, insista-t-il. Retenant ses larmes, Suzanne obéit mécaniquement. Plus tard, Max appela sa fille Caroline. À quoi pensais-tu? Laisser les enfants pendant qu'elle trompe? Caroline confronta Suzanne à son arrivée. Plus jamais, traîtresse menteuse. Suzanne tressaillit. Je n'ai pas, épargnez-moi. Tu pues la trahison. La colère l'emporta. Très bien, tu auras de la chance de revoir les enfants. Caroline la gifla. Tu n'es qu'une putain. Jonathan était assis avec son grand-père, furieux. Personne ne garde mes enfants sans mon accord. Ni toi, ni maman, personne. Ne blâme pas ta mère. Elle essayait d'aider. Je ne le fais pas. Je blâme le menteur sous mon toit. À la maison, Cindy demanda, « Maman, qu'est-ce qu'une Jézabel ?» Le sang de Suzanne bouillonnait. Cette vieille sorcière n'avait aucun droit. Ce n'est rien, ma chérie. Juste des discussions d'adultes. Elle jura, plus de rendez-vous de jeu avec Dana. Cela se terminait maintenant. Rich entra dans le bureau de son ancien employeur, ignorant les chuchotements et les regards. Ces dîners mensuels étaient un moyen de maintenir des liens. Après 20 minutes dans le hall, il sentit que quelque chose n'allait pas. Les gens sortant de l'ascenseur évitaient le contact visuel. Il appela Jean,
qui déclina maladroitement le déjeuner. Perplexe, Rich appela Eric, qui révéla avec colère la vérité sur la petite amie de Rich, mariée avec 3 enfants. Des chuchotements suivirent Rich alors qu'il fuyait le bâtiment. De retour à la ferme, Jonathan embrassa le travail épuisant. De l'aube au crépuscule, il réparait les clôtures, gérait l'irrigation et déplaçait les troupeaux. Oncle Len restait fidèle aux vieilles méthodes, utilisant des chevaux plutôt que des camions pour économiser de l'essence. Les compétences mécaniques de Jonathan lui valaient du respect, malgré sa maladresse avec les animaux. Chaque jour le laissait épuisé mais satisfait, jusqu'à son retour à la maison pour affronter le jugement de sa femme. Le monde de Rich s'effondra lorsqu'une photo de sa défunte femme, Heather Patton, fut glissée sous sa porte. Submergé par la culpabilité et le chagrin, il pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Pendant ce temps, Suzanne se débattait avec les courses après un voyage imprévu et long, ses enfants l'aidant à porter les sacs à l'intérieur. La marche était pénible, les regards accusateurs et les jugements la suivaient partout, accompagnés de chuchotements. Suzanne peinait à contenir sa frustration. Sa voisine curieuse, Margie, faillit la renverser. « Et, Suzanne, il est comment, ce jeune amant à toi ?» Le visage de Suzanne rougit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, Suzy, tout le monde sait, toi et cet avocat qui a tué sa femme. N'est-ce pas excitant ? C'était un accident, répliqua Suzanne. Bien sûr, un accident lucratif. Alors, comment est-il au lit ? Suzanne claqua la portière de sa voiture et entra chez elle sans dire un mot. Jonathan la prit dans ses bras alors qu'elle pleurait. Que s'est-il passé, ma chérie ? Ils sont horribles, ils pensent que je suis facile. Tu es facile, chuchota-t-il. Mais ça ira, nous t'aimons toujours. M'aimes-tu, Jonathan ? Je t'ai toujours aimé. Aime-moi, s'il te plaît, supplia-t-elle. Mon Dieu, j'aimerais pouvoir. Je te désire tellement, mentit-il. Mais j'ai peur, je ne sais pas s'il t'a infecté avec quelque chose. Elle se crispa. Comment peux-tu penser ça ? Tu ne te protèges pas, n'est-ce pas ? Je ne veux pas en parler. Je ne peux pas être avec toi tant que je ne sais pas que tu es saine. Il couche avec d'autres femmes. Il ne ferait pas ça. Il m'aime. Tu m'aimais, et tu l'as fait, lui rappela Jonathan. Des magazines adressés à Heather Patton ont commencé à apparaître. Une peinture sur la porte d'entrée disait « Épouse aimante » avec « tué » et remplacée par une salope infidèle, griffonnée en dessous. Suzanne passait des heures à nettoyer la pierre tombale. La police l'interrogea, la menaçant de poursuites pour vandalisme. Elle s'effondra, criant et pleurant. Quelques jours plus tard, elle nettoyait à nouveau la pierre tombale. Pendant ce temps, Max Ritter souriait en raccrochant le téléphone. Tout se déroulait comme prévu. Il remit une photo au garçon. Cela devrait aider. Cela ne prouvait rien, mais cela sèmerait des graines de discorde. Max parcourut les papiers sur la table de la cuisine. Observations, commentaires, antécédents. Des informations provenant de la maison de l'ordure. Une mine d'or. Enfin, un objectif. Corriger une erreur. Punir les coupables. Ces deux-là étaient coupables comme le péché. Le ranch fourmillait de vie le week-end. Jonathan travaillait, sa famille à ses côtés. Il hissa son aîné sur un vieux quartet horse. En sécurité, s'inquiéta Suzanne. 4 générations de cela. Buttercup est douce. Elle veillera sur notre fille. Cindy rayonnait, caressant la crinière. Jonathan la guida, lui enseignant la bonne posture. Les filles et les chevaux, une association naturelle. Après quelques tours, il lui confia les rênes. Le sourire de Cindy fit fondre son cœur. Elle était naturelle, se mouvant avec le cheval. « À ton tour ?» demanda-t-il à Suzanne. « Moi ? Tu es fou. Allez, détends-toi. » Avec un peu d'encouragement, Suzanne monta. Nerveuse au début, elle se détendit en discutant avec Cindy à ses côtés. Jonathan sauta sur son gris, rejoignant ses filles. « Pas si mal, non ? Tu fais ça tous les jours ?» demanda Suzanne. « Parfois, chaque jour est différent. Tu aimes ça ?» Jonathan observa Cindy, voyant son désir de galoper. Il se reprocha d'avoir attendu si longtemps. L'agriculture était dans leur sang. Rich se redressa brusquement en entendant des sanglots. Il enfouit sa tête sous l'oreiller. « Je suis désolé, » gémit-il. Dehors, John sirota son café froid. Il restait 1 heure. Il lança l'enregistrement du feu. « C'était un accident », pleura Rich. Jonathan, il serra sa femme dans ses bras. « Oui, j'ai besoin d'argent pour l'essence. » Jonathan se retira. « Demande à ton amant. S'il te plaît, j'ai un entretien. »
Tu cherches du travail? Je m'inquiète pour l'argent. Nancy commence bientôt l'école. Tu ne le verras pas? Non, je te le promets. On a besoin de ça. Il lui tendit 40 $. Ne me rends pas ridicule. Je t'aime. Tu as déjà fait ça? Dit-il froidement. Elle baissa la tête. Pourquoi Rich ne répond-il pas à ses appels? Voit-il vraiment quelqu'un d'autre? Cette photo de l'escorte de son ancien bureau quittant sa place. La façon dont il l'a serrée dans ses bras. A-t-il tourné la page si vite? Ils n'ont pas parlé depuis plus d'une semaine. Je suis désolé. Jonathan jeta un coup d'œil à son chèque de paye. La moitié qu'il recevait directement représentait à peine un tiers du salaire de son ancien emploi. Même cela n'aurait pas été possible si l'oncle Len n'avait pas augmenté son salaire lorsqu'il a pris en charge tout l'entretien des équipements agricoles. En tenant compte de l'argent que son grand-père recevait en douce, ce n'était pas beaucoup moins qu'avant, moins les heures supplémentaires. L'oncle Len avait mentionné que Jonathan pourrait obtenir une part des bénéfices s'il restait. Juste 1% par an pour les 5 premières années, mais cela pourrait s'accumuler joliment. Il serait associé, de petite envergure, mais cela lui procurait une certaine satisfaction. Il ne serait jamais propriétaire majoritaire, cela reviendrait au fils aîné de Len, bien que Will n'ait pas encore montré d'intérêt pour l'entreprise familiale. C'est ainsi qu'il l'avait organisé. Mais sa mère recevait 10% des bénéfices, et s'il restait, cela pourrait lui revenir un jour. Il remonta songeant, se disant qu'il aurait bientôt besoin d'un nouveau. C'était la deuxième fois qu'il devait les changer. Il ne connaissait plus sa taille de taille, mais il avait percé 2 nouveaux trous dans sa ceinture. Tout ce travail en extérieur le changeait. Il rejoignit les autres gars pour célébrer la paye au Spur & Saddle. Mikey, le géant au surnom enfantin, lui donna un coup de coude. Ce mignon te dévore des yeux. Jonathan regarda où étaient assises 3 femmes. La petite rousse lui faisait clairement signe. Il attira l'attention du barman. Qu'est-ce qu'elles boivent? Demanda-t-il en désignant la table. Un pichet de Shiner. J'en prendrai un aussi. Le vieux barman acquiesça, fit un clin d'œil, et posa le pichet devant lui. Il se dirigea vers leur table, se tenant près d'une chaise vide, bière à la main. Juste pour que vous sachiez, je ne suis pas grec, dit-il. Les filles semblaient perplexes jusqu'à ce que la rousse sourit. « As-tu apporté des cadeaux ?» demanda-t-elle. Il fit un clin d'œil, posa le pichet, remplit leur verre, puis retourna au bar. 1 minute plus tard, la blonde tapota son épaule. « Tu plaisantes? Tu ne vas même pas nous rejoindre pour une bière? J'ai arrêté la bière, expliqua-t-il. Elle regarda son verre. Jonathan rit. « Je n'ai pas encore arrêté le Jim Beam. Alors apporte ton Jim Beam et installe-toi. » 1 heure passa avec les charmantes dames. Il obtint 2 numéros et 3 étreintes, dont une avec un joli baiser. Peut-être que grand-père avait raison. C'était vraiment simple comme bonjour. La vie de Suzanne était en chute libre. Elle était devenue la risée de la ville, moquée et insultée à chaque tournant. Elle avait abandonné ses cafés chics pour du Dunkin', tout ce qu'elle pouvait se permettre maintenant. Elle était dans la file d'attente du drive-thru quand le vieil homme lui apporta sa commande. Il la regarda, s'éloigna de la fenêtre, puis revint en souriant. Il lui tendit son café par la fenêtre. « Commande spéciale pour les tricheurs » ricana-t-il. Sa main tremblait de rage en le prenant. Le couvercle était mal fermé. Elle ne voulait pas imaginer ce qu'il avait fait. Elle se souvint avoir fait un scandale en se plaignant du service chez McDonald's. Elle avait été humiliée et ridiculisée en plein magasin. Le manager riait le plus fort. Elle lança un regard noir au vieil homme, ouvrit le couvercle, et renversa le café. L'abruti sourit. « Peut-être que tu n'es pas aussi bête qu'on le dit. » Rich avait peur de brancher son téléphone. Il ne savait jamais quand sa femme allait rappeler, le hantant, le blâmant pour sa douleur et sa misère. Logiquement, il savait que ce n'était pas vraiment elle. Les chuchotements le hantaient la nuit, implorant un soulagement. La paranoïa s'installa, tout le monde semblait le juger. Ce n'était pas de sa faute. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre? Un accident. Ces notes écrites de sa main étaient une torture. Tu te souviens de ce bar? De cette robe? De notre anniversaire? De Cancun? Richie. Il noya son chagrin, feuilletant des albums cachés. La beauté de Heather sur le bateau, explorant ensemble des ruines. Mon Dieu, il l'aimait. Maintenant, elle était partie. Sa faute. C'était un accident, ma chérie, sanglota-t-il. L'équipe du colonel planifiait leur prochaine action. Il va craquer en premier, insista Max. Augmentons la pression. Le juge hésita, mais fut outvoté.
Suzanne était sous le choc de la salive de la vieille femme. 2 semaines de silence. Sa maison sombre, moite. Où était-il? Avec cette autre femme, elle revisita leur café, perdue dans ses souvenirs. Des chuchotements et des rires l'entouraient. Un type arrogant s'approcha. Une belle dame ne devrait pas pleurer. Allons boire un verre. Je suis mariée, protesta-t-elle. Il sourit. Ça ne t'a jamais arrêté avant. Nous allons te faire passer un bon moment, tous les 3. Laisse-moi tranquille, cria-t-elle, horrifiée. Qu'était-elle devenue? Rien de personnel, d'accord? Elle enfouit son visage dans ses mains, les larmes coulant librement. Jonathan observait son grand-père guider les mains de son fils sur la corde. Tiens la boucle ici, garde ses parties parallèles, à environ un pied du nœud. Enroule-la comme ça. Leur cible? Un poteau dans une botte de foin. La 3e tentative fut la bonne. Le garçon fit tourner la corde de gauche à droite, puis au-dessus de sa tête, avant de la lancer en avant. La boucle fila droit, atterrissant sur le poteau. Des acclamations éclatèrent de la part de Jonathan, Suzanne et Cindy. La petite Nancy, inconsciente, jouait avec Blue, le vieux chien de berger de grand-père. Ses compagnons fidèles étaient des piliers du ranch, et grand-père ne pouvait se résoudre à les euthanasier. Ils prendraient leur retraite à la maison, vieillissant et s'épanouissant, se prélassant dans l'affection de leur propriétaire. La main de grand-père sur l'épaule de Joey raviva des souvenirs pour Jonathan. Un peu brouillon, mais c'est un début. Un éloge de taille, en effet. Suzanne se pencha et chuchota, « Il est tellement doué avec les enfants. » Je ne m'y attendais pas. Jonathan répondit, « Il a toujours été comme ça. Certains de mes meilleurs jours étaient ici. » Suzanne entoura sa taille de ses bras, « Nous avons aussi passé de bons moments. Il n'est pas trop tard pour plus de moments en famille, n'est-ce pas? » Jonathan haussa les épaules, incertain. Rich plaida au bureau d'accueil, « S'il vous plaît, je dois la voir. » La réceptionniste feignit de vérifier le planning. « Désolé, monsieur Patton, le docteur Schiffer est complet. Peut-être dans 2 semaines? » Rich supplia, « 5 minutes. Juste renouveler mes ordonnances? » Des faits, il sortit en traînant les pieds. Hélène pensa, bon débarras, voleur de femmes, et passa un appel. Suzanne raccrocha, frustrée. Il ne pouvait pas être constamment au téléphone. Où était-il quand elle avait besoin de lui? Elle avait tant sacrifié, pour être maintenant ignorée. À son insu, bloquer ses appels était simple. John Crum avait montré à ce scélérat comment le faire la dernière fois qu'il était venu. Jonathan tira sur les rênes, incitant la vache têtue à avancer. Pourquoi s'était-elle égarée du troupeau? Il se posa cette question en la guidant de nouveau vers la barrière, la menant vers un pâturage frais avec les autres. Elle tourna pour se cacher dans les buissons, mais Vincent, le chien de bétail, lui mordit la jambe. Jonathan remarqua les mouvements prudents de la vache, soupçonnant une blessure. Il fallut 2 cordes et 1 heure de lutte pour la maîtriser en vue de l'examiner. Miguel le trouva en train de soigner sa patte. « Dangereux d'être seul, » avertit le vieil homme. « Je ne voulais pas qu'elle boite jusqu'au buisson, » répondit Jonathan. « Je pensais pouvoir gérer. » Miguel hocha la tête. « Tu t'en sors? »« Oui, monsieur. Elle sera de l'autre côté de la barrière d'ici ce soir. » Jonathan ressentit une fierté depuis longtemps perdue. Son corps lui faisait mal, mais il était plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des lustres. Il libéra la vache, la réconfortant. Vincent attendait patiemment des éloges. Jonathan sourit, se remémorant Joey nommant le chien d'après la nuit étoilée de Van Gogh. Chez lui, sa femme l'accueillit en nuisette transparente. « Où sont les enfants ?» demanda-t-il. « Chez ta mère. »« Jusqu'au matin ?» répondit-elle nerveusement. « Nous avons besoin de temps seuls. » L'odeur du steak emplissait l'air. Alors qu'elle enlevait ses bottes, il riait en la voyant par terre, ses culottes rouges visibles. Pendant le dîner, elle avoua. « Je suis clean. Je ne le reverrai plus. S'il te plaît, pardonne-moi. » Jonathan la porta jusqu'à la chambre, le dîner oublié. Après 2 mois de séparation, la passion les consumait. Ils se sont douchés ensemble et se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Suzanne cherchait ses enfants au ranch, les jambes endolories à force de rester debout. Elle aperçut des hommes rassemblés à l'intérieur de la clôture, apparemment en train de se battre. Grace, la femme de Len, la retint. « Ils apprennent à tes garçons l'autodéfense, » expliqua-t-elle. Suzanne se crispa, regardant son fils avec Jason Crum. « Je ne veux pas qu'ils se battent, » protesta-t-elle. Suzanne observa sa fille Cindy servir des boissons, offrant à Jason une avec un rougissement.
Grace emmena Suzanne à l'écart, la réprimandant pour ne pas apprécier le combat de Joey. Il a protégé Cindy des garçons qui pensaient qu'elle serait facile comme toi, siffla Grace. Suzanne s'écria, nous n'acceptons pas la violence. Grace ricana, es-tu stupide? Sois fier qu'il ait défendu la famille. Cindy s'approcha, les yeux rivés sur Jason. N'est-il pas magnifique, maman? Le cœur de Suzanne s'assombrit, réalisant que sa réputation mettait en danger sa fille. Max apparut, louant la force de Joey. Suzanne supplia, ne le laisse pas se blesser. Max ricana, ce n'est pas lui qu'il faut craindre. Pendant ce temps, les agents Banks et Gilroy enquêtaient sur une maison putride. Comment quelqu'un pourrait-il se suicider à cause d'une femme? Se demanda Gilroy. Ils ont fait leur rapport. Lors de la réunion des Eagles, Jonathan discuta du suicide. Ce salaud a eu ce qu'il méritait, dit-il froidement. Carl mentionna la dévotion de Suzanne envers Jonathan. Ça ne change rien, insista Jonathan. Je veux en finir avec ça. Son grand-père lui serra le poignet douloureusement. Les mains usées de Jonathan pouvaient casser des noix ou réduire en poussière des os. Suzanne comprit son contact, c'était aussi proche d'une étreinte qu'elle aurait. Ça va être dur pour les enfants, marmonna-t-il. Ils sont bons, je ne sais pas comment ils ont pu sortir d'elle, mais ils l'ont fait. Je sais, répondit Jonathan. Je ne les empêcherai pas de la voir. Je ne supporte juste pas ce qu'elle a fait. 1 an, c'est trop. Suzanne sentit l'espoir renaître. 3 mois depuis que son monde s'était effondré, mais les choses s'amélioraient. La vie au ranch avec les enfants guérissait leurs blessures. Elle sourit, pensant à leur passion ravivée. Jonathan rentra chez lui épuisé, mais rarement trop fatigué pour un amour tardif. Sa nouvelle énergie était un cadeau, et elle savait que son ouverture aux nouvelles expériences portait ses fruits. Il le méritait tout, il l'aimait, il lui pardonnait. Ses mots étaient un murmure à son oreille. Je t'aime, Suzanne, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Je te pardonne, pour tout. Les larmes coulaient alors qu'elle s'accrochait à lui, ses bras forts son ancre. Ils firent l'amour à nouveau, et Suzanne osa espérer un avenir plus radieux. Jonathan rentra tôt, grâce à l'oncle Len. Un panneau, à vendre, attira son regard, la banque possédait désormais la maison. Ils avaient 1 mois pour déménager. Les affaires des enfants étaient déjà en train de migrer chez grand-père sous le prétexte de « chambre pour le week-end ». Ça aurait dû être plus facile, mais 11 ans, 3 enfants et des mois de repentir avaient émoussé la douleur. Ce n'était pas suffisant. Il prit une douche, enfila sa meilleure chemise et son gant, puis contempla son reflet. Un homme nouveau le fixait, meilleur à certains égards, plus triste à d'autres. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue. Dans le salon, il remplit 2 verres du vin préféré de Suzanne, les plaçant à côté des papiers de divorce. Il luttait contre le doute, se remémorant sa confession, son amant, la menace. Elle l'avait laissé dans l'agonie pour un autre homme. Quel genre de femme fait cela? Les pensées le rongeaient, consumant son incertitude. La porte s'ouvrit. Jonathan, pourquoi y a-t-il une pancarte à vendre? On déménage? La voix de Suzanne tremblait. Il prit sa main, la guidant jusqu'au canapé. Chérie, commença-t-il, sa voix le trahissant. Nous devons parler. Ses yeux se posèrent sur le vin, puis sur les papiers. La reconnaissance se fit. Des papiers de divorce? Elle scruta son visage, n'y trouvant que du vide. Pourquoi? Tu m'as trompé pendant 1 an, Suzanne. Tu voulais que j'accepte. Je ne peux pas vivre comme ça. Je suis désolé. Ses paroles calmes tombèrent comme des coups de marteau. Elle tremblait, se débattant pour respirer. Mais, tu m'as dit que tu m'aimais, que tu me pardonnais. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Tu as été mon premier amour, la meilleure épouse que l'on puisse avoir. 9 merveilleuses années, mère de mes beaux enfants. Et oui, je te pardonne, pour tout. La voix de Jonathan était calme, mais glaciale. Le cœur de Suzanne battait la chamade. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne veux pas divorcer. Ça va être moche. Je me battrai pour nous jusqu'au bout. C'est fait. Papier déposé. L'huissier arrive avec la convocation. On a 30 jours pour déménager. J'emmène les enfants au ranch de grand-père. Garde partagée, tu pourras les voir quand tu veux. Non, tu ne peux pas prendre mes enfants. J'ai des droits. La voix de Suzanne tremblait. Où vas-tu vivre? Comment vas-tu subvenir à nos besoins? Ce n'est plus notre maison. C'est celle de la banque. Hypothèque impayée depuis des mois. Suzanne fixa, choquée. Comment? Pourquoi je ne le savais pas? Parce que je ne voulais pas que tu le saches, répondit-il froidement. Comment as-tu pu mentir pendant des mois?
Comme tu as menti pendant 2 ans, en couchant avec un autre homme. Je suis leur mère, le tribunal me les rendra. Je vais te pourrir la vie, Jonathan. Où vas-tu aller? Comment vas-tu t'en sortir? Je vais aller chez Rich. Il m'aime, mentit-elle désespérément. Le visage de Jonathan s'adoucit. Rich est mort. Il a fait une overdose de somnifères. Le monde de Suzanne s'effondra. C'était de sa faute. Elle avait essayé de le joindre, mais il l'avait coupé. Était-il déjà mort à ce moment-là? Il est vraiment parti, n'est-ce pas? Chuchota-t-elle. Il y a 5 jours. Je pensais que tu étais au courant. Je suis désolée. Que dois-je faire maintenant? Demanda-t-elle, perdue. Tes parents pourraient t'accueillir. Tu as un travail. Tu es toujours belle, Suzanne. Tu trouveras quelqu'un qui acceptera ce que je n'ai pas pu. Tu pourras voir les enfants quand tu veux. Je veux qu'ils soient avec moi, sanglota-t-elle. Je comprends, mais tes parents n'ont pas la place. Comment pourrais-tu te permettre un endroit assez grand? Tu ne veux pas qu'ils partagent, n'est-ce pas? Elle secoua la tête. Grand-père a de la place. La nièce de Miguel aidera quand je ne serai pas là. Il t'en veut, mais tu pourras venir librement. Tu pourrais m'aider. Pension alimentaire et soutien aux enfants. Je gagne moins de 20 000. Peut-être 500 par mois. Pas assez. Ils auront de l'espace, 10 000 acres. Tout ce dont ils ont besoin. Grand-père est riche et les adore. Que peux-tu offrir? Ce sont mes enfants, murmura-t-elle, les larmes coulant. Ils le seront toujours. Pourquoi ne pouvons-nous pas revenir en arrière, Jonathan? Nous nous aimons. C'est moi et t'es bon. J'ai fait une erreur. Ne me punis pas pour toujours. Je ne voulais pas ça, plaida-t-elle. Désolé. Je ne peux plus te faire confiance. Je me demanderai toujours quand tu vas dévier. Je ne peux pas vivre comme ça. Je passe à autre chose. Tu devrais en faire autant. Je ne peux pas. Je mourrai sans ma famille. Aucune raison de vivre, pleura-t-elle. J'espère que non. Dur pour les enfants. Tu t'en soucies, n'est-ce pas? Bien sûr. Pas assez. Ta trahison était trop grande. Tu m'as détruit. Elle frissonna à ces paroles. Maintenant, tu me détruis. Oui, elle ne pouvait pas lutter. Elle était brisée. Ses parents étaient de son côté, furieux contre Jonathan. Lors d'un douloureux dîner, il leur fit comprendre qu'ils pouvaient voir les enfants à tout moment. Suzanne avait un accès illimité. Si elle reprenait ses esprits, ils partageraient la garde. Chez son grand-père, les enfants s'épanouissaient. Nouveau chiot, équitation et vie à la ferme les occupaient. Nancy avait son arrière-grand-père dans sa poche. Ils étaient chez eux, heureux. Elle ne pouvait pas leur enlever cela. Elle signa les papiers, continuant sa vie misérable. Pas de pension alimentaire, salaire égal sur papier. Il proposa une garde partagée, avec elle comme principale responsable. Ils partagèrent leurs maigres économies. Suzanne perdit son emploi une semaine après le divorce. Elle était allongée dans son lit d'enfant, réalisant qu'elle n'avait plus rien. Jonathan admirait les cheveux roux d'Edine. Pas aussi talentueuse que Jean, mais enthousiaste. Mon Dieu, Jonathan, comment a-t-elle pu abandonner tout ça? Demanda la beauté. Il chassa cette pensée. Pendant 6 mois, cela l'avait anéanti. Plus maintenant. Ils étaient allongés ensemble. Tu dois partir bientôt? Demanda Jonathan. Je peux rester aussi longtemps que tu veux, dit-elle prudemment. Il savait qu'elle proposait de rester pour la nuit, mais il n'était pas prêt. Elle était superbe, mais buvait trop et manquait de chaleur. Ce tempérament, pas idéal pour être mère. Pas comme Cathy, douce Cathy, la plus aimante en ce moment. Suzanne rencontra sa grand-mère. Elles sirotèrent du thé dans le salon. Tu as l'air affreuse, ma chérie, dit grand-mère Bridget. Je sais, marmonna Suzanne, évitant son regard. Elle se souvenait des paroles dures et condamnatrices. Son grand-père n'avait toujours pas reconnu son existence. Cela fait 1 an, Suzanne. Avance. Tu es jeune, à peine 30 ans. 35 ans, grand-mère. La vieille femme rit. Ma chère, je donnerais n'importe quoi pour avoir de nouveau 35 ans. Veux-tu échanger? Pas en 1 million d'années. Je ne pourrais pas faire ça à ton grand-père. Suis-je si terrible? Non, ma chérie, tu as commis une terrible erreur. Mais tu peux la surmonter. Elle sirota son thé. Juste de passage ou as-tu besoin de quelque chose? Suzanne la regarda. 56 ans de mariage. Peut-être avait-elle des réponses. Je le veux de retour, grand-mère. Il est seul. Il sort avec des femmes, mais pas longtemps. Je vois comment il me regarde le dimanche. Nous étions parfaits. J'ai été idiote. Je veux ma famille de retour. C'est demander beaucoup, ma chérie. Tu lui as fait beaucoup de mal. Je sais, je ferai tout. Est-ce possible? Suis-je en train de rêver? Bridget se recula, voyant sa petite fille brisée. Mais à 35 ans, jolie si elle essayait, belle silhouette. Elle l'avait fait tomber amoureux une fois.
Ce sera difficile. Fais-lui retrouver ses sentiments pour toi. Suzanne se redressa. Difficile, mais pas impossible. Peu importe ce qu'il faut. Je ne ferai rien de mal. Dis-moi juste quoi faire. Bridget jeta un coup d'œil à une photo d'elle et de ses 4 meilleures amies. Pom-Pom Girls, il y a des années. Les Fab Five, toutes toujours mariées, attirant les regards. Si seulement les gens connaissaient leurs secrets sur les hommes. Laisse-moi passer quelques appels. Nous avons du travail à faire.